Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents aujourd'hui. Alors, au sein des études de renseignement, la question du contre-espionnage occupe une place particulière, singulière, dominée, qu'elle a été historiquement par les études consacrées à la figure du transfuge ou de la taupe, pour reprendre un titre fameux d'un avatar littéraire. Le paysage anglophone des études de sécurité a ainsi consacré depuis longtemps, depuis des années, de nombreuses études et articles à cette question du contre-espionnage et de la pénétration par les services étrangers des services américains, à travers des cas fameux, emblématiques, qui sont largement documentés, celui d'Aldrich Ames ou d'Hansen, Larry Wood-Aitchin, par exemple, ou Jonathan Pollard pour le renseignement israélien, et plus récemment Anna de la Montes pour le renseignement cubain. Donc, le paysage anglophone, effectivement, a consacré beaucoup d'études, d'analyses à cette question. En France et en Europe, pour des raisons qui sont liées notamment à une judiciarisation moindre, effectivement, de ces questions-là, et donc une médiatisation sans doute difficilement comparable à celle qu'on a pu connaître aux États-Unis, à travers les cas qu'on a cités. Les questions de contre-espionnage sont évidemment moins bien documentées, en plus effectivement de la nécessaire confidentialité que les services attachent à traiter effectivement en interne, à huis clos, ces questions effectivement toujours d'une grande sensibilité. Donc c'est l'occasion effectivement de cette table ronde, une conférence débat organisée par l'IRSEM aujourd'hui, à travers son département renseignement, anticipation, menace hybride, que de s'attacher à étudier effectivement ce cas, cette question du contre-espionnage qui reste effectivement moins bien documentée en France et en Europe, hormis quelques cas historiques, médiatiques bien connus, comme Günther Guillaume en Allemagne, à travers le cas de la Stasi, ou l'affaire Georges Pack en France. Donc, pour autant, l'actualité récente vient nous rappeler l'actualité ou la permanence des questions de contre-espionnage vis-à-vis de puissances extérieures et leur adaptation aussi à des nouvelles techniques, technologies ou procédés ou savoir-faire pour effectivement renforcer leurs capacités. Donc l'enjeu de cette table ronde, effectivement, qui associe trois spécialistes de ces questions-là, vise à mieux comprendre cette question. Et donc j'ai l'honneur effectivement d'avoir autour de moi trois experts. D'abord Anthony Zambard, vous êtes journaliste effectivement chez Challenge, vous travaillez beaucoup sur les questions effectivement de renseignement, d'intelligence économique, et vous avez consacré récemment un ouvrage à un cas effectivement intéressant consacré à la DGSE. Damien von Puefeld, vous êtes politologue, spécialiste des questions de renseignement et de sécurité, et vous êtes professeur à l'Université de Glasgow sur les questions du monde de défense. Et vous avez publié de très nombreux articles sur les questions de renseignement, notamment sur le renseignement américain, les questions de privatisation du renseignement aussi, et même des articles plus intéressants, tout à fait intéressants aussi, sur les gender studies, la question du genre et l'inclusion dans le renseignement. Et pour finir, Paul Charon, donc vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et menace hybride, et donc l'organisateur et l'hôte, quelque part aussi, de cette conférence débat. Vous êtes sinologue et politologue, et spécialiste de la Chine, et auteur notamment avec Jean-Baptiste Jean-Genvillemer récemment d'un rapport extrêmement documenté et largement discuté sur la Chine, et les ingérences, influences et au-delà de la Chine dans le monde occidental ou extra-chinois. Donc merci à tous les trois d'être là présents aujourd'hui. Alors pour commencer peut-être par une question très simple, moi, Fabien Leronçon, je suis chercheur associé au département renseignement, anticipation, menace hybride également. Alors pour commencer par une question très simple, peut-être de sémantique, définition. En France, on parle de contre-espionnage. Aux États-Unis, on a deux définitions qui sont différentes, counter-espionnage et counter-intelligence. Est-ce que Damien, Paul, effectivement, vous voulez peut-être nous expliquer les différences sémantiques que recouvrent évidemment dans le paysage français et américain ces deux notions à la fois complémentaires et sans doute un peu distinctes aussi? Oui, peut-être tout d'abord dans la littérature anglophone, donc on a cette distinction entre les deux termes avec counter-intelligence qui est le terme plus général, counter-espionnage qui est un terme plus spécifique. Dans la littérature anglophone, espionnage, c'est le ROHUM, le renseignement d'origine humaine. Donc, le contre-espionnage, c'est les activités qui visent à identifier et entraver les opérations de recueil de renseignements humains qui sont adverses, tandis que le
counter-intelligence ou contre-renseignement, contre-ingérence, c'est un terme qui est contre-ingérence est beaucoup plus large et c'est un type d'activité qui est à périmètre ou à géographie variable puisque contrer les activités de services de renseignement hostiles s'adapte nécessairement aux activités de ce service de renseignement. Donc, selon le pays, il y a des pays qui ont plus ou moins d'activités qui sont hostiles envers un pays cible et donc le contre-espionnage ou la contre-ingérence doit s'adapter aux activités. Donc, c'est à périmètre variable, il y a des précisions qui sont faites dans la littérature aussi anglophone avec une subdivision quelquefois conceptuelle au sein de la contre-ingérence entre des activités de contre-espionnage et des activités de sécurité. Les activités de sécurité sont sans doute plus défensives avec des pratiques comme le cloisonnement de l'information, les habilitations de sécurité, les enquêtes de sécurité, etc. Et puis, d'un autre côté, le contre-espionnage qui est perçu quelquefois comme étant plus offensif, mais une fois de plus à géométrie variable, donc il peut être perçu aussi comme étant défensif, mais plus offensif, et pas nécessairement que des activités de type purement renseignement d'origine humaine, puisque des activités de contre-espionnage peuvent aussi être informées par du renseignement d'origine électromagnétique, de ROM par exemple, et je pense que c'est quelquefois une idée, on se fait une idée fausse, spécialement dans le débat public, sur le contre-espionnage et la contre-ingérence, en pensant que c'est surtout des taupes du renseignement humain, etc. Il y a une grande partie aussi de renseignement électromagnétique et de SIGINT qui est très importante pour comprendre l'environnement et pour identifier des cibles. Oui, juste peut-être deux, trois mots supplémentaires. Ce que les Américains notamment appellent le counterintelligence, ça recouvre tout un tas d'activités, comme l'a dit Damien, effectivement, qui vont même jusqu'à la tromperie. Simplement, quand on met en place un dispositif pour cacher la véritable nature de l'activité d'une base de l'armée américaine, par exemple, ça relève de la contre-ingérence ou du counterintelligence. C'est empêcher les services adverses de connaître la nature réelle d'activités menées par telle unité de l'armée, telle structure, tel service. Voilà. Donc ça relève aussi de la contre-ingérence. Et bien évidemment, du coup, cette contre-ingérence, ce counter-intelligence est beaucoup plus large et englobe le contre-espionnage. On parle aussi, comme l'a dit Damien, souvent on fait la distinction entre un contre-espionnage offensif, un contre-espionnage défensif. Pour l'illustrer rapidement, le contre-espionnage défensif sera celui qui vise à empêcher l'intrusion ou le recrutement de services adverses au sein de nos services. Le contre-espionnage offensif vise à entraver les actions des services adverses, y compris dès l'étranger. D'où la répartition parfois qu'il peut y avoir entre certains services. Le FBI, par exemple, aux États-Unis, assurant un contre-espionnage plutôt défensif, alors que la CIA fait aussi du contre-espionnage, mais offensif. On a un peu le même découpage entre la DGSI et la DGSE en France. Merci. Antoine, vous avez consacré un livre précédent sur France-Chine, liaison dangereuse, plusieurs analyses, effectivement, cette notion d'ingérence. Est-ce que de votre point de vue de perspective, effectivement, d'investigation, vous voulu compléter cette question de la contre-ingérence ou de l'ingérence de l'extérieur? Ce qui est intéressant, notamment sur la Chine, c'est qu'on voit qu'il y a la contre-ingérence, la contre-influence avec des organes de propagande, des think tanks, et effectivement des espèces de petits cercles de lobby qui se créent, et il y a une contre-ingérence véritablement économique, qui est peut-être d'ailleurs la plus problématique pour l'État, et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui il y a un effort, par exemple à la DGSI, il y a une sous-direction qui s'appelle contre-ingérence économique, qui est vraiment dédiée à ça. Donc, ça peut consister, d'OPA hostile, de cyberattaques qu'elle peut constater. Il y a une citation, il y a un chiffre que donnent les Américains qui dit que 60% des PME américaines victimes d'une cyberattaque, elles font faillite dans les 6 mois. Voilà, ça qualifie un petit peu cette ingérence économique-là. Voilà, après, sur ce qui a été dit sur le contre-espionnage et la variété qu'il peut y avoir, c'est vrai que moi je l'ai raconté notamment dans le dernier livre avec des agents de renseignement qui peuvent être retournés. Donc là, on est dans une autre forme finalement voilà, je dirais comme ça rapidement, il y a peut-être contre-ingérence économique, contre-ingérence qui est plus au niveau du militaire ou des choses
secrets d'État très forts, et puis il peut y avoir des choses plus d'influence que savent bien faire les Russes, les Chinois, par exemple, les Américains également, qui créaient à l'époque, probablement encore le cas, beaucoup d'ONG, notamment du temps des sanctions contre l'Iran, des ONG qui se créaient comme ça, financées, envoyées par des structures du Pentagone à la CIA, qui avaient pour but de faire la promotion un petit peu de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran. Merci. Alors, l'actualité récente nous offre effectivement un tremplin idéal pour rebondir, effectivement, avec l'actualité, notamment l'expulsion de diplomates russes en France il y a quelques jours, l'expulsion il y a quelques années aussi de diplomates russes par les États-Unis. Et puis, si on remonte dans le temps, effectivement, la mise à nu périodique par le renseignement intérieur américain de cellules de renseignement dormantes ou effectivement passives du côté d'acteurs étrangers, notamment russes. Est-ce que on semble constater de votre point de vue un retour en force de cette problématique liée au contre-espionnage ou au counter-intelligence, et si oui, quels seraient les facteurs finalement de ce retour, ou y a-t-il vraiment retour du contre-espionnage selon vous, tous les trois, ou simplement une meilleure effectivement, prise de conscience effectivement, de réalité finalement très ancienne et finalement assez structurante? Je dirais que, alors, bien sûr, la problématique du contre-espionnage, elle n'a jamais totalement disparu. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après l'effondrement du bloc de l'Est, de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, le contre-espionnage ou la menace d'espionnage, si vous voulez, est apparu comme une question moins cruciale, moins vitale pour les services occidentaux. Lorsque ces pays ont connu des vagues de terrorisme, et notamment après le 11 septembre, on a assisté à une réallocation massive des moyens qui avant pouvaient être alloués à la lutte contre l'espionnage à la lutte contre le terrorisme. Et pendant une vingtaine d'années, c'est vrai qu'on a vécu sur ce schéma. Alors, c'est à des degrés variables selon les pays, selon les communautés du renseignement, mais en tout cas, en Occident, d'une manière générale, c'est la trajectoire que les services ont connue, et trajectoire qui aujourd'hui, depuis quelques années pour certains pays, remise en cause, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que, pour tout un tas d'experts, on assiste à la queue de comète du terrorisme. Ça se discute, mais peu importe, c'est le constat qui est fait par un certain nombre de services. Et parallèlement, on assiste à une montée en puissance, un retour de ce qu'on appelle les politiques de puissance. On en a une démonstration manifeste depuis quelques semaines en Ukraine, mais avant ça, c'était déjà assez clair avec le retour en force de la Chine. Vous mentionniez le rapport qu'on a publié il n'y a pas longtemps. Voilà, on a consacré 650 pages aux opérations d'influence chinoise. C'est dire à quel point c'est devenu un problème pour les États occidentaux. Donc, ce retour de la logique de puissance fait que le contre-espionnage revient au centre des préoccupations des services occidentaux. Et on assiste, là aussi à des degrés variables, à une nouvelle réallocation de moyens, avec sans doute un peu moins d'efforts qu'on a fait ces dernières années vers la lutte contre le terrorisme et plus vers la lutte contre l'espionnage. Et peut-être juste pour compléter, cette réallocation des moyens, elle couvre aussi bien le contre-espionnage politique, stratégique quelque part, qu'économique, qu'a évoqué Antoine, ou scientifique et technologique, qui est un des domaines aussi classiques de pénétration. Je vais laisser répondre, mais très largement économique, bien sûr. Enfin, ce que disait Antoine sur les États-Unis, c'est vrai. Une très large partie de l'activité du FBI concerne la protection des entreprises, du secteur de l'économie américaine. Et c'est évident, le FBI cible d'abord la Chine. Or, la Chine cible d'abord, alors on pourra en parler après, les objectifs de la Chine. Mais le problème quand on traite de la Chine, c'est que plus de la moitié des cas d'espionnage en Occident de la Chine ne sont pas dus aux services chinois, mais à d'autres acteurs dans le système chinois. Il peut s'agir d'acteurs para-étatiques, mais aussi d'acteurs privés, y compris des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises pratiquent l'espionnage au même titre que les services de renseignement. Et c'est parfois difficile, du coup, de faire le tri entre toutes ces opérations. Mais ça explique pourquoi aussi le secteur privé et les entreprises sont prioritairement ciblés par
par les acteurs de l'espionnage chinois. On retrouve pour moi ici cette géométrie variable de l'espionnage, du contre-espionnage, de la contre-ingérence, où on n'est jamais vraiment sûr où est la limite, qui est vraiment un acteur hostile, n'est pas un acteur hostile, qui travaille pour un État, qui ne travaille pas pour un État. Quelques données sur le cas américain que je connais mieux. Il y a eu, je pense, une tendance dans les années 90-2000 à penser que le contre-espionnage était sans doute moins un problème. Et pourtant, quand on regarde les données et ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 90, on a des gros cas de compromission du secret national qui deviennent publics avec des commissions d'enquête parlementaire sur le cas de Woolrich Ames qui travaille à la CIA dans le contre-espionnage et qui travaillait en fait pour les Russes, pour les Soviétiques puis les Russes et qui a été actif de 85 à 94, donc 9 ans quand même. Le cas de Robert Hansen qui travaillait au FBI, qui, il me semble, est l'Américain qui a espionné pendant le plus longtemps et trahi son pays pendant le plus longtemps, de 79 à 2001, donc 22 ans d'espionnage, qui montre bien que la guerre froide, et qui travaille aussi pour les Russes, donc, qui montre bien que la guerre froide, du point de vue du contre-espionnage, ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas parce que d'un jour à l'autre, il y a une sorte de… On passe de l'Union soviétique à la Russie que toutes les activités des différents services soviétiques / russes se sont arrêtés. Même après le début de la guerre contre le terrorisme de George Bush, quand il y a eu une réforme du renseignement américain en 2004 avec un acte qui est voté par le Congrès, il y a ensuite la mise en place du coordonnateur national du renseignement aux États-Unis, qui vont ensuite mettre en place un centre, donc ils mettent en place évidemment un centre national de contre-terrorisme, ils mettent aussi en place un centre national de contre-espionnage, NCIX, qui a été renommé depuis lors, qui a certes moins de visibilité et moins d'importance sans doute que le centre de contre-terrorisme, mais qui est quand même là, donc il y a quand même une attention qui est encore portée. Je regardais ce matin rapidement les fuites qui ont été orchestrées par Edward Snowden. Dans ces fuites, il y a un document de 2013 qui est le budget, en gros, ou une partie du budget du renseignement américain. Donc, dans ces préparations du budget de 2013, 7% du budget du renseignement américain sont alloués au contre-espionnage. Donc, comparativement, c'est sans doute moins important que le contre-terrorisme à l'époque, mais ça souligne quand même, et 7% du budget américain, à l'époque, ça doit être 50 milliards de dollars, c'est quand même déjà pas mal d'argent. Donc, autre détail, alors là, je ne réponds plus trop à votre question, mais autre détail intéressant dans ce budget, la priorisation des cibles en 2013. 1, Chine, 2, Russie, 3, Iran, 4, Israël, 5, Pakistan, 6, Cuba. Et dernier point, pour souligner un peu ces données qu'on a dans le cas américain, une fois de plus, je digresse un peu, mais ça peut un peu ouvrir la conversation et le débat. Dans des bases de données qui ont été créées par des chercheurs américains en se fondant sur les cas qui sont connus publiquement. Donc, ce n'est pas un échantillon tout à fait représentatif de ce qui s'est passé sans doute, mais les cas qui ont été donc judiciarisés, on voit une continuité de l'activité. Donc, une base de données de 1942 à 2015, on voit une continuité très claire et une importance des cas de compromission d'Américains qui ont été donc au service des Russes, et puis une montée en puissance de la Chine à partir des années 90. Et c'est très, très stable avec plusieurs cas par an, 1 à 2 cas par an, 4 cas, il me semble, en 2004-2005, et moins de cas, mais quand même encore 1 cas par an qui est connu publiquement sur la Russie. Donc, on a une continuité des activités russes et un peu plus de visibilité des activités chinoises, peut-être, dans ces cas judiciarisés aux États-Unis depuis les années 90. Donc, pour moi, je soulignerais plutôt en fait une certaine continuité, sans pour autant complètement fermer les yeux et se dire que le retour, comme on dit, des enjeux de grande puissance n'aura pas un effet sur les activités. Et super important, surtout dans le débat public, je pense qu'il faut faire la distinction entre la sphère publique, qui est plus politisée, donc avec des décisions de rendre public certains cas, et la sphère privée ou cloisonnée des services, où on peut penser qu'il y a quand même toujours une activité d'espionnage, de contre-espionnage, puisque c'est le boulot. Oui, sur le retour en force, c'est toujours compliqué de savoir si c'est une hausse, on va dire, factuelle en volume, ou si c'est le fait de regarder plus et de chercher plus qui fait qu'on trouve plus. Mais je pense qu'il y a une logique, c'est qu'il y a eu quand même, dans les années 2000, là, depuis 2014, 15, 16, que ce soit chinois ou russe, une hausse quand même extrêmement forte d'attaques. Si on regarde les Russes, par exemple, depuis l'affaire Skripal en 2018, les États-Unis, les Five Eyes et les Européens ont regardé quand même de beaucoup plus près ce que pouvaient faire les agents du GRU, du SVR ou du FSB en Europe et dans le monde. Et ça a quand même permis, c'était
un article de mon confrère Folloron du Monde qui avait montré que la Haute-Savoie, en fait, notamment à Annemasse, alors ça paraît un peu étonnant, mais Annemasse, Chambéry, voilà, étaient des zones qui, durant 5 ans, étaient une base arrière logistique d'agents du GRU et qui ont notamment mené des opérations dans l'intervention sur Skripal, qui ont assassiné un marchand d'armes bulgare. Voilà, donc, le fait qu'il y ait des affaires qui sont médiatiques très importantes et plus nombreuses fait qu'on regarde plus. Et sur la Chine, ça a été le cas. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, le nombre notamment de cyberattaques chinoises, même si entre guillemets, c'est quand même compliqué d'attribuer des cyberattaques, mais à l'époque, ça l'était peut-être un peu plus facile parce qu'elles étaient moins sophistiquées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais il y a quand même une vague très importante aux États-Unis et en France également, qui a amené à ce que, côté français, la DGSI notamment, voilà, regarde de plus en plus. Il y a un suivi aujourd'hui, je dirais que forcément, on en compte et on en dénombre plus qu'on pouvait le faire il y a 10 ans parce qu'il y en a eu tellement d'affaires que on regarde ça plus précisément. Donc, voilà, on pourrait également citer, même si la citation vaut ce qu'elle vaut, d'Anna Chapman, l'ancienne espionne du SVR russe, qui avait été attrapée par le FBI en 2010 et qui, aux États-Unis, et qui avait dit que l'espionnage aujourd'hui, enfin plutôt ce qui était l'espionnage durant la guerre froide, c'était un jeu d'enfants, des enfants jouant dans un bac à sable. Et c'est vrai que l'agressivité est parfois un peu, on peut dire, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais comment l'amateurisme des gens du GRU, par exemple, voilà, peut laisser penser aussi qu'il y a un côté plus agressif, un peu plus amateur, mais derrière, il y a quand même beaucoup de cyberattaques et d'actes d'espionnage assez sophistiqués. Alors, on vient de citer un grand pays d'Asie qui est un peu l'éléphant dans la pièce ou le panda dans la pièce. Donc, la Chine, effectivement, est assez active depuis longtemps sur le territoire américain. L'affaire Larry Wu Tai-Chi a montré effectivement qu'il y avait déjà des cas réussis de pénétration du FBI, notamment et de la CIA, par des acteurs chinois. Que pensez-vous de la perception et de la compréhension de cette menace d'espionnage chinoise par la communauté américaine de renseignement, David et Paul? Tu veux commencer? Non, vas-y. C'est une vaste question. Le problème, c'est que à la fois les États-Unis sont sans doute ceux qui perçoivent peut-être le mieux, alors à part peut-être les Taïwanais, qui perçoivent le mieux cette menace chinoise, en l'amplifiant aussi. C'est-à-dire que ce que Damien suggérait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a et beaucoup aux États-Unis, il y a toujours une politisation de ces activités de contre-espionnage, très clairement, et le fait que la China Initiative, lancée par le FBI en 2018 à la demande de Trump, pour lutter essentiellement contre les activités d'espionnage et d'ingérence de la Chine, ait été suspendue 2 ans plus tard, justement parce qu'elle commençait à générer des cas de fausses accusations, de professeurs d'université d'origine chinoise qui ont été accusés à tort, voilà. Et donc ça générait même des phénomènes de racisme anti-chinois aux États-Unis, montre bien que la politisation des activités de renseignement n'est jamais une bonne chose. Cela étant dit, ils ont quand même, les services américains ont une vision assez claire des activités menées par les services chinois. Mais il faut peut-être faire une précision sur justement le type d'activité menée par les services chinois. On a souvent tendance, et c'est normal parce qu'on est dans la position de ceux qui ont à subir ces attaques, que le Parti communiste chinois s'intéresse avant tout à nos secrets économiques, scientifiques, technologiques, politiques, militaires. C'est vrai, mais je dirais que c'est peut-être la 3e priorité. La première, le PCC est obsédé par son maintien au pouvoir, par le maintien de son hégémonie. Et pour maintenir cette hégémonie, il faut d'abord éteindre toute contestation potentielle, y compris à l'étranger. Et c'est pour ça qu'il y a un continuum très fort entre l'activité des services chinois en Chine et à l'étranger. Et donc, les services chinois sont d'abord actifs contre les dissidents, ce qu'ils appellent les 5 poisons. Donc, les Tibétains, les Ouïghours, les Taïwanais, les membres de la secte Falun Gong, les démocrates. On a eu un cas très intéressant. Il y a eu 5 cas d'accusation aux États-Unis il y a quelques semaines
chinois et américains, recrutés par le MSE et le MSP, pour entraver les actions de dissidents chinois, y compris un ancien pro-démocratie ayant participé aux événements de Tiananmen, qui a fui la Chine, s'est réfugié aux États-Unis, a pris la nationalité américaine et était candidat aux élections pour le Congrès. Et le MSE a fait en sorte d'obtenir le maximum d'informations sur cet individu. Et comment ils ont fait? Ils ont recruté des détectives privés américains qui ont enquêté, essayé de trouver tout ce qu'ils pouvaient trouver pour nuire à la campagne électorale de cet Américain. Et ne trouvant rien, ont demandé à ce détective privé de créer des preuves. Donc en lui mettant une femme dans les pattes, etc. Donc ça, c'est le premier type d'activité menée par les services chinois. Donc pas directement contre nos intérêts, même si bien évidemment, ça porte atteinte aux intérêts des États occidentaux quand les services chinois menacent des citoyens, même quand ils sont d'origine chinoise. Il y a une autre conséquence, c'est quand, par exemple, dans le cadre de l'opération Fox Hunt, qui a été menée par les services chinois pour récupérer des Chinois qui ont fui la Chine et qui sont accusés de corruption en général en Chine, qui est une accusation qui sert souvent à camoufler une lutte de faction politique. Il y a eu un cas en France et les Chinois en ont fait un film. En fait, les services chinois sont venus récupérer un Chinois qui s'était réfugié, Jiang Ning, s'était réfugié en France. Et les services chinois sont venus sur le sol français sans rien dire aux autorités françaises. Ils ont récupéré le Chinois, ils l'ont mis dans un avion, ils l'ont récupéré, ils l'ont mis dans un avion, ils l'ont rapatrié en Chine. Cette opération s'est déroulée sans avertir les autorités françaises. Et c'est le type de conséquences que peuvent avoir ces opérations qui ne sont pas directement dirigées contre la France, mais qui nuisent malgré tout à nos intérêts. Deuxième type d'opération, des opérations qui visent plutôt, si vous voulez, à recueillir des informations sur, non pas recruter des sources, non pas voler des secrets, mais savoir ce que pense tel homme politique, comment vote tel homme politique, qui est susceptible de défendre la position de la Chine à l'Assemblée nationale en France, au sein du Congrès aux États-Unis, etc. Ça, c'est-à-dire faire cette cartographie des opinions politiques, c'est très important pour les Chinois. Et c'est seulement ensuite que viennent les opérations de recrutement et de vol de données, donc qui est de l'espionnage au sens strict. Je n'ai pas beaucoup à rajouter là-dessus, peut-être juste souligner deux, trois points qui me semblent intéressants ici. Il y a quand même une réalité à la base des activités chinoises aux États-Unis, en visant par exemple l'industrie de défense avec des cas bien connus dans les années 90. Plus récemment, on se pose aussi des questions peut-être sur le rôle des grandes compagnies américaines, des GAFAM, donc Google, etc., et l'usage des données aussi par les services chinois. Le besoin de coopération sociétale ou sociale qui m'intéresse ici aussi, qui peut mener à des abus. Il y a une histoire des abus du contre-espionnage et de la sécurité aux États-Unis au début de la guerre froide, par exemple, avec le macartisme, etc., qui mène à des excès du FBI dans sa coopération avec des individus issus de la société civile qui vont commencer à créer, pas des milices, mais des associations qui vont soutenir le FBI et qui vont faire plein d'excès aussi. Même chose pendant la période de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Et cette coopération avec la société est compliquée. Elle est mise en place évidemment par le FBI. Par exemple, quand je travaillais à l'Université du Texas, on avait une visite chaque année du FBI qui venait nous parler et qui nous disait « OK, si vous recevez des emails de chercheurs chinois, si vous recevez des emails de chercheurs iraniens, etc., etc. » Donc, faites attention. Donc, il y avait une sorte de contact qui était établi par les services. Et en effet, on voit que ça peut mener à des mauvaises interprétations au sein de la société. Donc, je pense que ça, c'est intéressant au niveau plus politique, évidemment. Et ce phénomène de politisation, de place des questions de sécurité, de contre-espionnage, de renseignement de manière plus générale aux États-Unis, qui est très importante.
Mais quand on regarde l'ensemble des activités chinoises visant les États-Unis, par exemple, on se demande si en partie, ce n'est pas légitime d'avoir une certaine forme de politisation. Donc peut-être qu'ici, on a une forme de politisation qui est en partie positive. J'imagine que ça dépend de comment est-ce qu'on définit politisation, et pas nécessairement négative, puisqu'elle peut aussi, tout comme l'a fait d'une autre manière le rapport du l'IRSEM, éveiller les consciences et souligner l'importance de ce type de menace. Oui, sur la fiabilité un peu de l'enseignement américain ou de la vision américaine sur la Chine, donc je l'avais vérifié dans une précédente livre sur la Chine, j'avais quand même demandé côté français, est-ce que ce que vous transmettez les Américains, notamment dans le cyber, sur la Chine, est-ce que c'est fiable? Est-ce que derrière, il n'y a pas un intérêt géopolitique? Et à chaque fois, que ce soit des sources judiciaires, policières, des renseignements, il y avait quand même un constat qui était de dire tout est fiable. Tout ce que nous ont transmis les Américains, notamment, il y a eu le cas d'une grande cyberattaque menée par le NSE sur Safran, General Electric, en 2013-14, et le FBI a détecté assez rapidement qu'il y avait des noms de domaines qui appartenaient à Safran et à Engie qui avaient été usurpés, et donc il y a eu une enquête qui s'est mise en œuvre. Ils ont trouvé qu'à Hong Kong, il y avait eu des malwares qui ressemblaient à ce qui avait été observé chez Safran. Et il y a eu une coopération quand même de plusieurs années, de 3 ans entre le FBI, la DGSI, l'ANSSI, le DEJ américain et le parquet de Paris, et qui a abouti là, en fin d'année 2021, à la condamnation d'un sous-directeur du NSE qui avait été un peu la tête pensante du dispositif. Donc voilà, ça c'est plutôt sur le côté les Américains, oui, ils en font une question de survie et de rivalité pour la puissance, mais derrière, il y a quand même des choses assez liées sur ce que disait Paul sur le renseignement américain, dans ce cadre-là de cette affaire centrale, et sur la force côté chinois. Il y a eu 10 agents, 10 Chinois qui ont été mis en examen dans le cadre de la Safran-J. Et sur ces 10, il y avait 2 agents du renseignement chinois, il y avait 6 hackers chinois, donc, qui étaient plutôt dans un univers parallèle, en tout cas pas à faire des services. Il y avait 2 honorables correspondants. Une opération qui était quand même assez sophistiquée, a fait intervenir des agents propres des services, et puis c'est une galaxie un peu éloignée. C'est vrai que c'est ce qu'on voit peut-être plus sur la Chine que sur la Russie, mais une capacité extrêmement forte à pouvoir s'appuyer sur la diaspora, sur des intermédiaires et qui vont pouvoir transférer de l'enseignement. Voilà, avec un pouvoir côté chinois qui est fort dans le sens où ils sont très forts pour attirer en Chine les gens qui veulent recruter, et également ils savent très bien appuyer sur la diaspora, faire pression sur la famille qui est restée en Chine pour obtenir de l'enseignement. Donc c'est peut-être plus tentaculaire, plus compliqué à gérer que pour d'autres pays. En tout cas, juste pour répondre à l'aspect remarque, me semble-t-il, ce qui est dit côté américain est plutôt factuel, même si on a l'impression qu'il y a une espèce de campagne absolument anti-chinoise. Mais en tout cas, dans les affaires judiciaires, c'est plutôt fiable. Alors vous avez posé la question de la coopération. Une coopération entre services de pays différents, coopération au sein même d'un pays. Et là, je ne peux pas m'empêcher, Damien, de vous poser la question de savoir quelle est l'effectivité ou l'efficacité de la coopération dans la galaxie américaine des 17 agences de renseignement, où chaque agence a son propre département de counterintelligence, y compris par exemple le département de l'énergie, le département effectivement du commerce. Est-ce que la coopération, après ou grâce à ce NCIX, fonctionne vraiment, ou effectivement connecting the dots reste toujours un problème, même au sein de l'écosystème américain du renseignement, est à la fois complexe et polymorphe? Je n'ai pas de données précises pour vraiment bien répondre à cette question. On peut imaginer que ça marche plus, que l'importance, que la mise en place de ce centre national de contre-ingérence, donc a en partie renforcé les liens, mais c'est quand même un domaine où il y a un cloisonnement qui est très fort. Donc, on sait que la CIA veut garder ces informations, le FBI veut garder ces informations. On l'a vu, par exemple, dans d'autres domaines avec un autre type de cloisonnement, avec le OPM hack, qui montre bien qu'en fait, le cloisonnement peut… Ça marche pas. Que le cloisonnement peut permettre à certaines agences de protéger ces données, notamment pour se protéger des attaques cyber chinoises ou d'autres pays.
Donc, on a des éléments qui montrent qu'il y a un cloisonnement qui reste, mais aussi des éléments plus publics qui soulignent au niveau politique qu'il y a des efforts qui sont faits. Derrière ça, peu d'informations, en tout cas, de ce que j'ai pu trouver. Et du coup, le risque qu'on peut se poser, cette hyper-polarisation sur la menace chinoise, est-ce qu'elle ne conduit pas finalement à négliger ou au moins bien comprendre, en termes de réallocation des ressources, aussi d'autres pays ingérants ou agressifs ou étrangers, qui sont peut-être tout aussi efficaces, tout aussi actifs en termes d'espionnage, au-delà du cas russe, effectivement, des nations plus petites, mais tout aussi efficaces? Tout aussi efficace, je ne suis pas sûr. Alors, bien évidemment, il y a d'autres menaces. On en a évoqué déjà certaines. L'Iran, la Corée du Nord, par exemple, sont des menaces qui sont prises en compte à la fois par les États-Unis et d'autres puissances. Mais en tout cas, voilà, Damien disait tout à l'heure qu'on a des chiffres, mais c'est uniquement des chiffres qui recensent les cas judiciarisés. Donc, déjà, forcément, si on s'intéresse uniquement aux cas judiciarisés, ben, on a affaire quasiment qu'aux cas américains, puisque les Européens judiciarisent très peu. Mais si on observe à partir de ces cas, donc il faut prendre avec précaution, l'essentiel sont des cas, aujourd'hui, il y a énormément de cas chinois. Et les déclarations du FBI sont assez claires. La plupart des cas aujourd'hui, la plupart des dossiers d'enquête, les cas d'accusation auxquels procède le FBI sont des cas qui concernent la Chine. Et il y a assez peu, il n'y a aucun autre État dans le monde qui consacre autant de moyens à l'espionnage. Bien évidemment, les Iraniens savent le faire, les Nord-Coréens savent le faire, mais il n'y a aucun État qui consacre autant de moyens à ces activités. Oui, donc on peut se poser une fois de plus la question si ce sont des effets politiques ou avec une priorisation qui serait faite au sein du FBI dans cette judiciarisation en se disant que ça répond mieux aux priorités politiques du moment. Donc peut-être une fois de plus que ça ne représente pas spécialement la pratique derrière ces cas de judiciarisation. Paul, peut-être, alors ça va peut-être te prendre par surprise, mais pourquoi est-ce que les Européens ne judiciarisent pas? Pourquoi est-ce que les Américains le font? Est-ce que c'est une pratique nationale, la culture du renseignement qui expliquerait ou... Je ne sais pas si c'est une question de culture du renseignement. Ce qui est sûr, c'est que les Américains ont pris l'habitude depuis longtemps maintenant de judiciariser. Ils le font de plus en plus. Et je pense que ça a un effet positif, en fait. C'est-à-dire que, pour le coup, je pense qu'on ne judiciarise pas assez chez nous. Et quand on le fait souvent à huis clos. Donc, ce qui finalement élimine une partie des effets bénéfiques de la judiciarisation. La judiciarisation, ça a plusieurs… je ne réponds pas tout à fait à la question, mais ça a plusieurs effets positifs, à mon sens. C'est d'abord que ça rend public les activités d'un État, les activités d'ingérence et d'espionnage d'un État. Et par là, ça permet d'entraver en partie les activités de cet État et ça rend aussi plus difficile le recrutement. C'est-à-dire que quand c'est connu que sur la place publique que tel État mène ce type d'activité, c'est beaucoup plus difficile de faire semblant, quand on est ciblé par ces services, de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe et du coup d'accepter de trahir. Donc, ça c'est le bénéfice essentiel, à mon sens, de la judiciarisation. Et l'autre bénéfice, surtout quand la judiciarisation est rendue publique, au moins en partie, comme le fait le FBI, qui rend public toute une partie du dossier d'accusation, c'est une ressource, c'est un matériau pour les chercheurs. Et aujourd'hui, on peut tout à fait travailler, on en parlera peut-être après, mais on peut tout à fait travailler sur les modus operandi des services chinois sur la base des éléments rendus publics par le FBI. C'est un matériau extrêmement précieux pour les chercheurs. Et à ce titre, je crois que les chercheurs peuvent participer à une meilleure connaissance aussi, ils peuvent aider les services, en un sens, à mieux comprendre les activités des services chinois. Pour continuer sur la Chine, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des services de contre-espionnage sont composés d'officiers qui connaissent très bien les questions de contre-espionnage, mais pas forcément très bien les questions
relevant du pays, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas forcément bien les structures politiques, même l'organisation des services dans le pays auquel ils ont affaire. Ils peuvent parfois être spécialisés sur la Chine, mais parfois couvrir des domaines géographiques plus larges. Et donc, on a souvent affaire à des officiers, des agents du FBI, par exemple, qui ne parlent pas un mot de chinois, ne connaissent pas du tout la structure, l'organisation des services chinois, et pourtant doivent lutter contre. Et ça c'est une difficulté que les chercheurs peuvent aussi contribuer à combler. Donc, pas véritablement d'explication pourquoi les Européens judiciarisent moins. Je pense qu'il y a une peur de révéler, la peur qu'on révèle des dispositifs, qu'on révèle des faiblesses, que peut-être on montre qu'on a failli. Mais je pense que c'est une erreur. Juste un parallèle intéressant avec la situation en Ukraine pour l'instant, où on a aussi cette politique de publication ou de déclassification du renseignement. Peut-être qu'on peut faire un parallèle dans la culture américaine, où on a une communication plus publique des affaires de renseignement, et que donc déjà, en fait, en partie, ils avaient déjà une stratégie similaire dans le contre-espionnage à travers la judiciarisation, mais aussi à travers la discussion dans l'espace public, la prise de parole dans l'espace public pour parler de cas de contre-espionnage et de contre-ingérence. Oui, d'ailleurs, ce qui est tout à fait vrai, c'est que, alors, même si le caractère massif des éléments rendus publics dans le cadre de l'Ukraine est complètement neuf, c'est une tradition assez ancienne aux États-Unis. En 1962, pendant la crise de Cuba, ils avaient déjà rendu public, déclassifié du renseignement, justement pour entraver l'action des Soviétiques. Donc, c'est vrai que d'une manière générale, on pourrait dire que les Américains ont moins de tabous autour de la question du renseignement. Alors, le rôle central de la déclassification et la judiciarisation pour les chercheurs, mais aussi pour les journalistes, effectivement, qui aussi participent à cette démarche de dévoilement, quelque part, de phénomènes forcément cachés. Oui, moi je suis absolument d'accord. La frilosité côté français et européenne là-dessus est quand même assez est dommageable, mais explicable. Elle est explicable parce que je pense que ce que disait Paul sur le côté, je pense que c'est un peu comme dans le cyber. Aujourd'hui, pour attribuer une cyberattaque, on le fait, alors pas pour des raisons techniques parce que c'est compliqué, mais les Américains arrivent à le faire et aujourd'hui, on est capable de pouvoir le faire. Et côté français, souvent ce qu'on nous dit, c'est qu'attribuer, c'est un acte de guerre et que derrière, si on attribue, on doit être capable de tenir tête à un pays comme la Chine, aux États-Unis, à un pays. Donc c'est assez compliqué. Et je pense que pour la judiciarisation, on est sur l'échelon quand même nettement inférieur. On n'est pas dans un affrontement pays à pays, mais il y a un côté, si on judiciarise de plus en plus, il y a aussi, on va derrière pouvoir peut-être subir une campagne de dénigrement, de représailles côté chinois, par exemple. On voit bien qu'ils sont très, très bons pour faire ça. Et c'est vrai que c'est dommageable. Nous, dans le cas de l'affaire de la cyberattaque Safran J de 2013 que j'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu énormément de communication du DOJ et du FBI. Il y a eu des articles en pagaille dans le Washington Post, notamment aux États-Unis. Côté français, quand on frappait à la porte de la DGSI, de l'ANSSI, du ministère de l'Intérieur, à chaque fois, c'était non, un silence radio, on ne communique pas, alors que l'affaire en tant que telle était plutôt à mettre au crédit de nos services. Et il y avait une enquête qui avait permis quand même de trouver 10 personnes qui avaient agressé et volé des données techniques à une entreprise française. Donc, c'est assez incompréhensible et on l'a vu dernièrement dans le dernier livre qu'on a écrit sur le retournement de agents de la DGSE par la Chine. Effectivement, il y a eu un article 40, donc une volonté quand même pas forcément de rendre public, en tout cas de sanctionner et d'emprunter des voies légales, mais derrière, il n'y a aucune communication qui est faite, il n'y a aucune mise en contexte. C'est ça qui est le plus gênant, c'est que les Américains, même si effectivement on a l'impression parfois qu'il y a peut-être une cabale et un côté organisé, il y a quand même une mise en contexte. Et je pense que le citoyen américain aujourd'hui, il est quand même conscient et on lui explique un petit peu les dégâts. Je parlais des 60% sur les PME qui font faillite. Aujourd'hui, en France, moi j'ai posé la question au CIS, quelles sont les intelligences économiques de Bercy, sur par exemple, est-ce qu'on a des chiffres sur les dégâts que causent les cyberattaques sur nos entreprises, à des fins offensives. Non, il n'y a aucun élément, il n'y a aucun travail, en tout cas en cours, de ce qu'on m'avait dit il y a de ça même pas un an, qui est fait pour essayer de quantifier, de caractériser et d'évaluer un peu le degré de la menace.
On a beaucoup parlé États-Unis, où c'est vrai qu'il y a des moyens colossaux qui sont mis en œuvre. Et ce que je vais dire n'est pas négatif pour nos services, c'est plutôt négatif à l'endroit du politique. Dans les années 90, à la DGSE, par exemple, il y avait un spécialiste Chine pour ce qui était le contre-espionnage de mortier et 2 analystes Chine, on va dire, dans la section qui couvrait l'Amérique et l'Asie. C'était quand même assez peu et on était plutôt à la fin des années 90, à une époque où la Chine quand même commençait un peu à monter en puissance. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, ça a été probablement largement renforcé, mais de ce qu'on peut entendre, c'est quand même largement en deçà de ce qu'on pourrait être en droit d'attendre vis-à-vis d'une puissance qui est quand même qui va devenir la première puissance mondiale. Et ça, je dirais que c'est pas tant nos services, c'est plutôt une. Alors, il y a eu le contre-terreau, effectivement, qui a impacté ça et qui a fait qu'on ne s'est pas armé autant sur le CE qu'on aurait dû le faire. Mais côté politique, je trouve qu'il y a une. Quelle est véritablement aujourd'hui la pensée du gouvernement sur la Chine et derrière, si véritablement on a un plan organisé, structuré sur la menace chinoise ou russe d'ailleurs, même si là on voit que dans l'actualité on est capable de réagir, mais qu'est-ce que concrètement le politique demande à ses services sur la Chine? Est-ce qu'on va demander des choses très précises sur l'économie, sur le patrimoine scientifique, sur le nucléaire, aujourd'hui on a du mal à le voir, alors même si en interne il y a des messages qui passent et que l'été dernier par exemple l'État a interdit au commissariat à l'énergie atomique ou à Télécom Paris de recruter, d'avoir des contrats avec Huawei par exemple, où on voit qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place sur l'ingérence plutôt chinoise dans le monde universitaire. Je trouve que la pédagogie de l'action, qui est une action diplomatique aussi, manque et je pense qu'aujourd'hui la France en tout cas n'a pas assez réfléchi et pensé et mis en œuvre un plan qui permettrait de dire voilà, aujourd'hui la Chine c'est ça et nous on lutte contre ça c'est dangereux, on fait ressortir quelques cas et du coup après les services pourraient éventuellement aller plus loin. Je trouve que pour moi c'est un peu ça qui est gênant et on pourrait s'inspirer un peu de ce que font les Britanniques ou les Américains sans être taxé forcément de rouler pour les Américains, puisque derrière il y a bien à chaque fois c'est ça, c'est que si on loue un peu ce que font les Américains, on est taxé d'être les caniches des Américains dans ce duopole un peu mondial. Voilà. S'agissant des pratiques du contre-espionnage et de ce symétrique espionnage, est-ce qu'on assiste, selon vous, à des modes opératoires nouveaux en termes de contre-espionnage et d'espionnage, ou au contraire à la réutilisation de vieilles techniques en termes de recrutement, de pénétration, effectivement, le SIM, le MAES, le sens aussi du côté français, ou est-ce que le cyber, par exemple, offre effectivement des potentialités nouvelles en termes de méthode d'attaque ou de chemin d'attaque? Oui, je pense que la nature des pratiques d'espionnage, de contre-espionnage n'ont pas changé, puisque beaucoup d'entre elles montraient plutôt à la nature humaine. On parle du MAES, il y a d'autres modèles qui existent qui sont peut-être plus précis, dont on pourra parler peut-être plus tard si ça vous intéresse. Mais donc la nature humaine ne change pas, les défauts humains ne changent pas, et donc le chemin qui mène à la trahison d'un secret, si on parle de ça, ne change pas nécessairement. Ce qui change, c'est nos pratiques journalières, le fait que j'ai un téléphone en poche, que partout où je marche à Paris ou à Glasgow, j'ai mon téléphone en poche. Donc, certainement, on laisse des traces numériques partout où on va, et ça change. On le voit très clairement avec l'importance des communautés de chercheurs en source ouverte, les communautés d'Ozinters et les travaux de Bellingcat, par exemple, et d'autres groupes comme ça, qui commencent à jouer un rôle aussi, en fait, dans cet espace de la contre-ingérence, en travaillant sur des données en source ouverte qui sont disponibles ou semi-disponibles, disons. Et donc ça, c'est clairement un changement de ces dernières années, je pense. Et une fois de plus, ça favorise la place de ces questions dans l'espace public, ce qui était moins le cas avant. Donc je pense que ça, c'est vraiment un des changements principaux. Et on le voit aussi avec des intrusions informatiques qui permettent d'avoir de l'information. Le OPM hack, par exemple, un très bon exemple. En 2014, le gouvernement américain se rend compte qu'une base de données d'une 20aine de millions de fiches SF86, donc les fiches de base qui fait quand même 100 pages ou une centaine de pages quand on veut avoir une habilitation de sécurité aux États-Unis,
qui étaient gardés donc, par l'Office of Personnel Management et qui sont qui sont exfiltrés sans doute par des hackers chinois. Donc une brèche qui commence dès 2013 jusqu'à 2014 et qui mène à l'exfiltration de 21 millions de fiches. Donc c'est en gros la quasi-totalité des personnes qui ont une habilitation de sécurité, sauf ceux de la CIA qui étaient dans une autre base de données. Et qui donnent beaucoup d'informations, mais par défaut, du coup, comme il n'y avait pas ceux de la CIA, par défaut, les services qui ont eu accès à ces informations, à ces fiches, peuvent par défaut identifier qui, en gros, travaillait pour la CIA dans les ambassades, etc. Donc, ça a été un énorme problème aux États-Unis. Donc, on voit bien ici avec un exemple que la masse de données qui a été prise, et ce type d'opération aurait été complètement impossible. Il aurait fallu que quelqu'un passe 300 ans sur une photocopieuse, sans doute, pour pouvoir avoir toutes ces informations. Donc, il y a un changement certainement avec la numérisation de nos pratiques et des pratiques des services aussi, qui créent plus de risques, certainement, ou des nouveaux types de risques, enfin des semi-nouveaux types de risques, puisque ce sont des risques qui existent depuis les années 80 en vérité, mais qui sont beaucoup plus massifs sans doute de nos jours. Donc, pour moi, c'est un changement dans le caractère de l'ingérence, la contre-ingérence, mais pas dans sa nature. Alors, je partage complètement ce point de vue et si on ajoute pour tu évoques le cas de l'Office de management du personnel américain, si on ajoute à ça le hacking des Equifax et celui du Marriott, de la liste des clients du Marriott, on a un croisement potentiel de données qui permet aux services chinois de nourrir leur base de données, leur intelligence artificielle, etc., mais aussi de préparer des opérations de renseignement humain. Je dirais que non seulement le renseignement humain contre espionnage n'a pas changé de nature, comme l'a dit Damien, mais qu'on a même souvent tendance à exagérer les différences culturelles. Vous savez, il y a une phrase qui circulait un peu moins maintenant, mais dans les services de renseignement américains notamment, qui dit que si une plage était le renseignement que les services voulaient acquérir, les Russes enverraient de nuit un sous-marin, feraient sortir des plongeurs du sous-marin qui iraient récupérer le renseignement sur la plage et hop, reviendraient dans le sous-marin, partiraient comme ça. Les Américains utiliseraient leurs satellites pour photographier le moindre millimètre carré de la plage. Et les Chinois, ils enverraient une armée de touristes avec leurs serviettes qui récupéreraient le sable dans la serviette et puis le ramèneraient à la maison ensuite. Bon, ça, c'est un cliché très répandu dans les services de renseignement et qui imagine que les services chinois ne travaillent pas comme les autres services, en tout cas les services occidentaux, qui sont moins professionnels, qu'ils utilisent beaucoup plus d'amateurs, qu'ils vont essentiellement passer par la diaspora pour atteindre leurs objectifs. Bref, que tout Chinois est potentiellement un espion. Or, ce que l'on sait des cas connus dit tout le contraire. Ce qui nous induit en erreur, c'est ce que je disais, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a énormément de cas d'espionnage qui ne sont pas dus aux services de renseignement chinois, mais à des acteurs privés, par exemple. Et forcément, quand c'est une entreprise chinoise qui mène une opération de renseignement, c'est beaucoup moins professionnel que quand c'est le MSE. Et ça, c'est logique. Et si on s'en tient uniquement aux opérations dont on sait qu'elles ont véritablement été menées par le MSE, globalement, le modus operandi est beaucoup plus proche que de celui de la DGSE ou de la CIA. Donc, il faut faire attention à ne pas trop indigéniser l'activité des services étrangers, en l'occurrence des services chinois. Bien sûr, il y a des différences. Ils ne font pas exactement comme nous. Et il y a aussi des différences qui tiennent à des difficultés internes, à des contraintes spécifiques des services chinois. Si les services chinois misent autant sur le cyber, par exemple, et qu'il y a beaucoup d'opérations qui mêlent renseignement humain et renseignement cyber, c'est parce que pendant très longtemps, le MSE n'a pas eu les compétences humaines pour mener des opérations à l'étranger. C'est-à-dire que trouver au sein du MSE, le MSE est créé en 1983, on est un peu après la révolution culturelle, et en plus, il est composé à partir essentiellement de policiers. Donc, trouver des gens qui ont à la fois les compétences de mener des opérations de recrutement à l'étranger et qui parlent des langues étrangères,
Ce n'est pas évident. Quelques années après la révolution culturelle, alors que le pays est complètement fermé, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un qui parle anglais, qui parle français et qui va pouvoir mener des opérations à l'étranger. D'où des conséquences pratiques qui sont que les Chinois recrutent essentiellement en Chine. Donc, ils attirent leurs cibles en Chine et c'est en Chine qu'ils les recrutent. Autre conséquence, ils vont de manière privilégiée passer par la diaspora parce que ça permet de traiter en chinois. Mais ce n'est pas parce que les étrangers d'origine chinoise ont plus tendance à trahir, mais ils parlent chinois, donc c'est plus facile pour les services chinois de passer par eux. Ça, c'est des conséquences qui ne sont pas liées à une influence culturelle, mais à des contraintes spécifiques des services chinois et qu'ils essayent de surmonter comme ils peuvent. Antoine, quelle est votre lecture de ces spécificités ou pas des acteurs dans le mode d'action du départ? Non, mais je suis assez d'accord. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voit évidemment que le cyber joue une place importante, mais que le renseignement, tout autant, quand on regarde dans les cas d'espionnage rendu public ces derniers mois ou dernières années, côté russe ou même chinois, il y a quand même aussi une place encore importante du renseignement humain, du retournement. Je crois que c'était l'an dernier, en 2021, les Russes qui avaient retourné un Britannique qui évoluait à l'ambassade britannique en Allemagne. Chaque année, chaque mois, on voit effectivement du retournement. Les 5 leviers MICE resteront probablement éternels. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'opérations, les leviers de la frustration individuelle, de l'idéologie, même si ça joue beaucoup moins que durant la guerre froide, restent également valables. L'argent, évidemment. Et voilà, et donc tout ça, combiné au cyber, fait qu'effectivement, il y a des leviers qui sont plus importants. Et que, voilà, après, sur le côté peut-être privatisation ou sous-traitance ou utilisation par une galaxie privée d'opérations de recrutement, oui, il y en a probablement plus. Je me rappelle que la CIA avait aussi acheté, je crois, une entreprise crypto AG qui était suisse à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, et utilisait avec le BND allemand cette société-là pour faire finalement et espionner le monde entier. Donc aujourd'hui, les Israéliens sont très bons également pour ça. Donc voilà, mais je dirais que ça ne change pas. Comme ce qui a été dit, je pense que ça change de nature, simplement que ça quantifie, ça quintuple un petit peu probablement les facultés de faire du renseignement. Mais encore une fois, à la lecture aujourd'hui des affaires qui sortent, on voit qu'il y a de tout et que des choses très terre-à-terre, très basiques, des histoires d'amour, de séduction, ce que le KGB appelait les hirondelles chinoises, enfin les hirondelles russes en l'occurrence, qu'il envoyait pour séduire des diplomates étrangers, des hommes d'affaires étrangers, parfaitement valables par la Russie, mais par les Américains. On a eu des cas il n'y a pas si longtemps, notamment en France, côté israélien ou américain, de séduction aussi. Donc voilà, les leviers restent éternels. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu, en tout cas, une explosion et une révolution véritablement de manière et de modus operandi, en tout cas, des modus operandi, comme disait Paul, sur peut-être la manière qu'a le MSE, par exemple, de faire des choses qui se rapprochent de ce que peut faire la CIA ou la GSE, mais qui sont quand même, peut-être, j'ai l'impression, en tout cas, côté chinois, peut-être plus structurés que ce que c'était il y a une dizaine d'années, avec de belles opérations qui ont été montées, mais à travers tous ces leviers-là. Vous avez parlé de privatisation, du coup je m'adresse à Damien pour parler effectivement de cette question, la privatisation du renseignement. On a parlé effectivement de différents cas israéliens, Pegasus bien sûr, le cabinet de conseil indien API. Est-ce que vous voyez là aussi une évolution possible à la privatisation aussi du contre-espionnage et du counter-intelligence? Peut-être donc déjà, il y a une réalité historique qui est que les services de renseignement ont toujours eu des interactions avec le secteur privé. Même autour de la Première Guerre mondiale, il y a un cas connu du Zimmermann Telegram qui est un télégramme qui est recueilli par les services britanniques et qui est ensuite utilisé pour essayer d'influencer le débat public américain sur l'entrée en guerre, etc., etc. C'est un télégramme qui est recueilli et dans cette opération, ils utilisent la compagnie Western Union, par exemple. Et le télégramme, quand on a la copie du télégramme dans les archives, on voit dessus, c'est un télégramme de Western Union. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est donc plus ou moins une opération d'intoxication. Il y a toujours eu le secteur privé. Et le secteur privé a développé, comme il se doit en grande partie,
les moyens cyber qu'on utilise aujourd'hui, nos smartphones, les ordinateurs. S'ils ne l'avaient pas fait, on serait encore en train d'utiliser des Minitel. Et donc, ça me semble normal que le secteur privé fasse donc partie d'une coopération qui est nécessaire au niveau de la protection, au niveau de la sécurité, et aussi un vecteur pour pouvoir faire des opérations d'ingérence à l'étranger. Et je pense que ça vaut pour n'importe quel pays. Donc, je parle plutôt de libéralisation plutôt que de privatisation, parce que je ne pense pas qu'il y a vraiment eu de monopole, mais je pense qu'il y a certainement une importance grandissante du secteur privé, parce qu'il y a des capacités, un vivier de savoir-faire dans le secteur privé qui n'est pas toujours là dans le gouvernement, ou qui n'est plus là dans le gouvernement. On voit bien avec Pegasus et d'autres compagnies privées, des grandes compagnies privées de cybersécurité américaines, par exemple, qui sont en gros fondées par des anciens des services. Donc, on passe quelques années dans les services et puis on part dans le secteur privé avec une carrière plus lucrative, aussi plus de liberté, certainement dans le mode de vie et dans les activités. Et on fournit des services qui vont venir soutenir la communauté américaine du renseignement ou d'autres communautés, la communauté israélienne aussi, dans l'affaire Pegasus. Donc, sont en partie des continuations quasiment de l'État, ces entreprises comme Pegasus. Et on voit bien qu'avec les export control, dont je ne connais pas la traduction en français, contrôle des exportations, il y a quand même encore une mainmise ou un contrôle de l'État dans ces pays-là, en tout cas en Israël, sur les outils qui sont vendus ou qui ne sont pas vendus par ces compagnies privées. Donc, ils font très clairement partie, et je pense qu'au XXIe siècle, c'est un des plus grands défis de la contre-ingérence et du contre-espionnage, c'est de mieux penser ces rapports avec le secteur privé. Et on voit bien que toute une série d'États occidentaux ont des politiques plus ou moins actives de outreach envers le secteur privé pour les tenir au courant et pour rester informés aussi, puisque pas mal d'indicateurs peuvent venir du secteur privé pour essayer de comprendre qu'est-ce que font des États étrangers. Antoine, justement, l'ouverture au secteur privé, d'ailleurs, est toujours, si on rebondit sur ce qu'on disait au début, le contre-espionnage, quelque chose qui est bien parce que c'est des compétences qu'on va chercher, mais ça nécessite aussi un besoin de sécurisation, puisque forcément, on ouvre un service et des secrets. Et je pense que l'affaire Snowden avait montré avec le fait d'avoir un recours abusif aux contractuels, que la NSA avait un recours abusif à des sociétés privées, était quelque chose qui pouvait porter atteinte. Et on le voit aujourd'hui aussi côté français, où il y a quand même une méfiance, même si Palantir, américain, est présent à la DGSI. On se méfie, on a envie d'ouvrir, on voit bien que le mouvement, le sens de l'histoire aujourd'hui est d'aller quand même dans ce sens-là, mais il y a quand même une méfiance très forte, probablement plus que dans le monde anglo-saxon, de nouer des relations avec lesquelles on pourrait avoir un contrôle imparfait sur des choses qui sont assez secrètes et confidentielles. Juste pour souligner sur les contractuels, en se basant sur cette base de données des cas qui ont été judiciarisés, donc plus ou moins 209 cas de 1942 ou de 1945 à 2017, on a un pourcentage de contractuels qui est plus ou moins stable et qui représente plus ou moins la part des contractuels dans la communauté américaine du renseignement. Donc, pour moi, il n'y a pas d'évidence statistique, mais évidemment, c'est un échantillon qui est problématique, qui n'est pas nécessairement représentatif, mais il n'y a pas d'évidence statistique qu'un contractuel aux États-Unis a plus qui a une probabilité plus haute qu'un contractuel va trahir ou compromettre le secret national vis-à-vis ou comparé quand on compare un officier de renseignement ou un militaire, etc. On n'a pas cette évidence, en tout cas sur les données publiques aux États-Unis. Et sur Edward Snowden, même chose, je ne pense pas que ce qu'il a fait soit lié au fait qu'il était contractuel. Je pense quelqu'un qui travaillait pour un service de renseignement américain aurait tout à fait pu faire la même chose. Donc, je ne lirai pas ça nécessairement à son statut de contractuel. Merci beaucoup. Je vais garder la question d'Élix pour la fin, qui est une autre question intéressante dans l'espionnage. Merci à tous les trois. Je propose de passer aux questions de la salle en priorité. Donc, en vous remerciant, avant de poser une question, de décliner votre identité et votre fonction, le cas échéant, avant de poser la question. Alors, du coup, les questions, je passe aux questions qui ont été posées en ligne. Donc, la première question, donc, liée au domaine économique.
Est-ce que la logique de prise de marché, de part de marché dans les domaines majeurs n'est-elle pas l'objectif recherché? L'ingérence n'étant qu'un des moyens d'y contribuer. Alors, si je comprends la question, c'est une question sur effectivement le renseignement économique et l'objectif recherché. Donc, il y a la question du secteur français et sa protection face à ces ingérences extérieures. Est-ce que, Antoine, vous voulez peut-être répondre à cette double question? Après, je pense que sur le côté offensif des ingérences économiques, c'est important de voir aussi quel pays le fait. Je pense par exemple sur la Chine, c'est assez lisible parce que bon, tout est un peu écrit. Je pense au plan Made in China 25 où il y a différents secteurs, l'aéronautique, la robotique, les semi-conducteurs, où la Chine, voilà, d'ici 2025, doit pouvoir les concevoir à 70% localement. Et donc, évidemment que l'ingérence, l'espionnage économique vont aller dans ce sens et que ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que voilà, les secteurs qui sont dans ces plans-là sont les secteurs les plus ciblés. Après, il y a un côté, je crois, qui est plutôt, enfin, voilà, et donc accroître les parts de marché, je dirais que dans ce cas-là de la Chine, ce n'est pas forcément l'objectif en tout cas de la Chine, c'est de pouvoir acquérir des technologies qu'elle n'a pas encore et de pouvoir voilà, les obtenir. Sur le côté, j'ai lu rapidement, mais côté défensif, c'est un peu ce qu'on a dit, me semble-t-il, c'est qu'il y a un effort qui est fait de plus en plus quand même, même à notre modeste niveau en France, sur le fait de pouvoir lire ces tentatives-là, d'y répondre, de les tracer, et il y a des efforts. Par exemple, le parquet de Paris a créé il y a quelques années une section qui s'appelle, je crois, J3, qui est vraiment spécialisée dans le cyber et qui traite quand même beaucoup de dossiers de cyberespionnage économique. Et aujourd'hui, on est quand même un peu plus armé pour tracer ça, même si voilà, il faudrait probablement beaucoup plus de personnes, mais en tout cas, on arrive à traiter ça de plus en plus. Merci. Une question sur le chat toujours, sur la judiciarisation, en écho à ce qui a été dit. Est-ce que les éléments de la compréhension de la faible judiciarisation en France n'est pas lié à la formation des professionnels de la chaîne judiciaire et notamment des magistrats? Question difficile. Est-ce que les magistrats sont suffisamment formés aux questions de renseignement et de sécurité? Je ne me suis jamais véritablement penché sur la question, mais sans doute pas, mais je ne crois pas que ce soit l'explication qu'il faille retenir. C'est-à-dire que judiciariser un cas d'espionnage, ça reste une décision politique, alors qui peut être proposée par les services eux-mêmes qui ont à traiter cette question, mais ça reste une décision. Alors, en fait, il y a deux choses à voir. D'abord, pour un service de renseignement qui fait du contre-espionnage, il y a toujours une alternative. Est-ce qu'une fois qu'on a détecté un cas, une opération en cours, est-ce qu'on laisse faire pour surveiller, éventuellement remonter une filière, identifier d'autres officiers de la puissance en question, éventuellement d'autres cibles, d'autres personnes recrutées, ou est-ce qu'on entrave tout de suite, éventuellement après, en judiciarisant? Donc les services peuvent proposer une option ou l'autre, mais dans tous les cas, la question de la judiciarisation, in fine, est une décision politique. Donc la question de la formation des magistrats, elle est importante, il faut la poser, mais ce n'est pas ça qui empêche la France ou d'autres pays européens de judiciariser. Pas grand-chose à rajouter, mais ça, pour moi, ça fait partie de les services de renseignement ont un rôle d'éducation des consommateurs du renseignement, des preneurs de décision au niveau politique ou autre type de preneurs de décision. On peut penser évidemment que les magistrats feraient en partie de ce public qui doit donc être éduqué sur les pratiques de renseignement pour certains d'entre eux et d'elles. Et donc, ces politiques, une fois de plus pour les souligner, de communication que les Américains suivent ont un sens ici. Elles ont un rôle à jouer pour essayer de développer des nouveaux moyens peut-être ou de penser des nouvelles manières de faire de la contre-ingérence. Merci. Une question qui est posée intéressante sur effectivement le rôle de l'influence, posée sur la philanthropie donc, de certaines entités comme les ONG, les fondations étrangères, certains groupements d'acteurs de la vie civile,
est-ce que cette philanthropie ou cette influence quelque part philanthropique n'est pas un mode finalement, un mode d'ingérence ou d'espionnage? On pense à des fondations étrangères, on pense à des ONG étrangères. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'action par proxy, comme on a pu esquisser, de la part d'acteurs étrangers? Je pense à des fondations étrangères, fondations politiques, fondations caritatives, religieuses, culturelles, effectivement, d'acteurs étrangers. Paul, sans doute, sur le rapport. Oui, alors ça peut l'être, mais ça ne l'est pas systématiquement. Il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Et il y a de vrais philanthropes, de vraies ONG qui ont des objectifs louables. Mais malheureusement, il y a énormément d'acteurs qui sont soit des acteurs qui ont une existence réelle, mais coopèrent avec des services de renseignement ou sont contraints, parfois ils sont manipulés, sont eux-mêmes désinformés et donc manipulés par des services de renseignement. Il y a une association d'intellectuels, d'activistes qu'on cite dans le rapport qui s'appelle No Cold War, qui regroupe des hommes politiques, notamment européens, plutôt à gauche, très à gauche, mais aussi des intellectuels, des professeurs d'université, des membres d'associations, et qui, sans doute de manière très sincère, agissent pour éviter une troisième guerre mondiale, notamment dans le cadre de la rivalité sino-américaine. Bon, il se trouve que ce groupement, cette association, est complètement manipulée par la Chine, nourrie d'informations qui passent par des structures notamment du Front Uni, mais aussi des services. Et donc, il y a... certains sont peut-être pas complètement dupes, mais d'autres le sont complètement. On a aussi des cas de groupes, par exemple, d'associations à Okinawa, qui sont des associations d'Okinawais, qui ne sont pas forcément en très bons termes avec le gouvernement japonais et sont manipulés par les Chinois pour au moins essayer de les faire agir contre la présence américaine à Okinawa, contre la base américaine d'Okinawa, voire pour obtenir l'indépendance. Donc ce type d'utilisation d'intermédiaires est très fréquent. Par ailleurs, les services chinois utilisent énormément d'intermédiaires aussi pour le recrutement. Des intermédiaires qui peuvent être des organismes, mais qui peuvent être aussi des individus, y compris pour pratiquer ce qu'on appelle des opérations sous faux pavillon. Une opération magistrale des services chinois, du MSE, a conduit à utiliser un Taïwanais pour recruter un membre de la communauté américaine du renseignement. L'Américain a trahi, bien sûr, mais il pensait trahir pour Taïwan. Et en fait, il trahissait pour le MSE. Donc ça, ce type d'opération via des intermédiaires est très fréquent de la part du MSE, avec de très beaux succès. Il y a ces dernières années, cette dernière décennie, il y a eu plus de 20 cas judiciarisés de militaires taïwanais ayant trahi en faveur de la Chine, plus une dizaine en cours de jugement. Et dans bien des cas, c'est passé par des intermédiaires, souvent hongkongais, et avec des cas extrêmement graves, dont certains qui ont conduit à transmettre au MSE le dispositif de sécurité de la présidente Tsai Ing-wen. C'est-à-dire que les Chinois ont eu complètement l'organigramme du service spécial qui gère la sécurité de Tsai Ing-wen, mais aussi les dispositifs, les protocoles de sécurité, etc. Donc, ils peuvent être aussi très performants en passant par des intermédiaires. Merci. Une question intéressante sur la mutualisation, ou plutôt la coopération plus poussée entre services de contre-espionnage au niveau de l'Union européenne. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, imaginable, sur le modèle de la coopération antiterroriste? Selon vous, je m'adresse en priorité à Damien, je sais que votre agenda est compté. Aucune idée, vraiment aucune idée sur cette question. Peut-être sur la coopération bilatérale, américano-française ou d'autres pays, ou autant, est-ce que là aussi, une évolution vers le contre-espionnage est possible, ou ça reste effectivement un domaine transactionnel, donc bilatéral par excellence? Même chose, de manière contemporaine, aucune idée sur pas de données là-dessus, j'ai pas d'informations là-dessus, mais on a des cas historiques qui sont bien connus
de manipulation d'officiers qui travaillaient pour les services russes, par exemple, et qui ont été manipulés ou gérés ensemble par les services britanniques et les services américains. Donc, le colonel Penkovsky, par exemple, est un cas connu. Donc, on sait qu'il y a de la coopération, quelquefois même à ce niveau-là, au niveau de certaines exfiltrations, par exemple, historiquement. Donc, cette coopération, on peut imaginer qu'elle existe encore, mais pas beaucoup de données dans le débat public. Je ne sais pas si vous avez trouvé des traces de coopération comme ça dans vos recherches aussi. Il y en a eu une sur une coopération des services de renseignement européens dans le cadre des opérations de recrutement lancées par les services chinois via LinkedIn, où là, on sait qu'il y a eu beaucoup d'échanges de renseignements entre les services européens, parce que c'est un modus operandi qui est extrêmement large et qui cible massivement, notamment les hauts fonctionnaires, dans plusieurs États européens. Donc là, il y a eu des coopérations. Je pense que le contre-espionnage se prête moins facilement que le contre-terrorisme aux coopérations, mais elles ne sont pas impossibles. Elles ne sont pas impossibles, notamment, bien évidemment, à l'échelle européenne. Il y en a eu une aussi côté en 2021 sur la Russie, notamment il y avait une offensive du SVR sur l'intelligence artificielle et les nanotechnologies européennes. Il y avait eu, je crois, deux espions russes qui avaient été confondus aux Pays-Bas. Et à la suite de ça, quelques mois plus tard, il y avait eu un Russe qui était, je crois, un agent du SVR, mais conseiller économique à l'ambassade de Russie à Paris, qui avait été expulsé. Et les Russes, en représailles, avaient expulsé le conseiller énergie santé de l'ambassade française à Moscou. Et à ce moment-là, il y avait eu, de ce qu'on avait lu et même de ce que l'on m'avait dit, que voilà, il y avait eu des échanges entre certains services, et notamment entre les Pays-Bas et la France, sur cette offensive qui était quand même organisée côté russe pour cibler l'IA européenne, donc dans certains domaines, mais probablement plus liés à l'économie. C'était plus facile dans l'IA ou dans les nanotechnologies que dans des domaines qui sont dans du souverain très profond et les secrets d'État et du militaire. On peut souligner qu'il y a une coopération politique très clairement quand plusieurs dizaines d'officiers de renseignement russes se font renvoyer ou de diplomates russes se font renvoyer. Il y a une coopération au niveau politique et donc on peut penser que quand il y a une coopération au niveau politique, en dessous il y a une coopération en partie entre les différents services nationaux. Il y a évidemment des plateformes de partage, des échanges, des lieux de partage qui ont été créés dans le contre-terrorisme au niveau européen, le Club de Berne, etc. etc. Et donc, on peut penser, je ne sais pas si c'est utilisé à des fins de sécurité, de contre-espionnage ou pas, mais on peut penser que ces outils pourraient en partie être utilisés ou que la coopération dans le contre-terrorisme pourrait faciliter une réutilisation de plateformes similaires dans le contre-espionnage. Je pense qu'on peut l'imaginer en tout cas, sans avoir plus de données. Et puis les pratiques sont peut-être différentes, mais elles sont aussi en partie similaires, puisque c'est du ciblage, identification d'individus problématiques, compréhension de leur environnement, et puis décider si, une fois qu'on a fait l'identification, si on passe à l'entrave ou pas. Et là, c'est plutôt national, on imagine. Oui, enfin, il y a les cas de défection. Simplement, chaque cas de défection, quand un défecteur chinois demande l'asile politique aux États-Unis, c'est souvent l'occasion pour d'autres États d'être informés d'opérations de recrutement qui ont lieu chez eux. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas de Larry Tin, donc Tin Udai, son nom en chinois. Il a été identifié par la CIA grâce à la défection d'un agent du MSE, Yu Changcheng. Et ça a été aussi par ce biais-là que les Français ont appris la trahison de Bernard Boursicot. Donc, voilà, il y a forcément des échanges de renseignements dans le cadre de défections. Comme le collègue Gordievski qui avait permis de mettre à jour des défections aussi du Potemkin. On a vu Aldrich James. Nathalie Golitsyn aussi. Aussi. Mais j'ajoute juste que la Commission européenne a un service de renseignement aussi, qui est éthique et voilà, mais j'imagine que forcément si à Bruxelles ils ont connaissance de choses, qu'il y aura une collaboration et que les services européens seront avertis. Mais et voilà, ça c'est ce que j'ai entendu récemment, c'est qu'il y avait aussi une volonté de la Commission de se muscler un peu en tout cas
à ce niveau-là, au niveau du CE, et notamment au Parlement à Bruxelles. Oui, une question. Le micro. Qu'est-ce que vous pensez dans le cadre de ce que l'on parle, dans le cadre de nos discussions, d'un certain Jacques Biot? Il y a eu un article dans Challenge. Jacques Biot qui est parti chez Huawei, Borloo qui était aussi au conseil d'administration. Est-ce que ce genre de choses, c'est génial? Deuxièmement, au niveau des services, est-ce que les services se parlent? Les services britanniques sont considérés comme étant de bonne qualité. Est-ce que les gens discutent entre eux? Est-ce qu'il y a vraiment des informations où chacun a un petit peu de son côté en gardant ces informations pour le sujet dont on parle? Et troisièmement, est-ce que tout ça, c'est une question d'argent? On dit que les Américains, un service secret américain, dans les services presque même, mais est-ce que c'est une question d'argent ou est-ce que c'est une question d'organisation? Il y a l'Ukraine, un petit pays qui est capable, ce jour, de faire beaucoup contre les Russes. Donc, c'est pas nécessairement. C'est une question d'organisation, finalement. Est-ce que l'argent est essentiel? Ou l'argent, finalement, va un peu diluer tout ça avec plein de services, plein de choses? L'idée, c'est un peu ça. Je vais peut-être répéter les questions pour ceux qui nous ont joué en ligne, qui n'auraient peut-être pas entendu. Donc, on a une question sur Jacques Biot. Ensuite, une question sur est-ce que les services se parlent? Je n'ai pas très bien compris si c'était au niveau national ou international, globalement. Et une troisième question sur est-ce que l'argent ou l'organisation explique est le meilleur facteur pour expliquer l'efficacité des services dans la contre-ingérence. Sur Jacques Biot, peut-être, puisque monsieur a fait référence à un article de Challenge. Je ne vais pas juger, je vais juste rappeler, Jacques Biot, c'est l'ancien patron de Polytechnique qui est aujourd'hui président du conseil d'administration de Huawei France. Disons que ça fait partie, c'est pareil, c'est une stratégie chinoise et de Huawei en l'occurrence, de s'attacher du soutien avant, on a eu Borloo qui était au bord de Huawei France, on a eu le président du conseil d'administration, donc avant Biot, c'est François Quentin qui était un ancien de Thales. On a eu des gens comme Cédric Villani qui ont mené des missions ponctuelles pour Huawei. On a Merwan Deba qui est le patron, par exemple, de l'unité mathématique de Huawei, qui est un grand scientifique. Ça fait partie d'une stratégie de pénétration dans l'écosystème de Huawei avec des gens, Borloo, par exemple, ou Jacques Biot, qui vont ouvrir des portes que Huawei n'a pas. Et donc voilà, et ça fait partie d'une stratégie qui, d'ailleurs, a inquiété même au sein de l'État. Et c'est vrai, on peut s'interroger sur le fait que certaines personnes puissent être un petit peu les idiots utiles et puissent essayer de défricher un peu le terrain d'un groupe étranger qui, encore une fois, sa priorité va notamment être de pouvoir acquérir des brevets, acquérir de la connaissance et les utiliser en Chine. On a vu dans de nombreux cas que des contrats CIFRE, notamment doctoraux financés par Huawei, le brevet qui allait être émis au final, uniquement Huawei pouvait s'en prévaloir. L'université d'accueil dans laquelle le chercheur avait travaillé ne pouvait pas s'en prévaloir. Donc ça, c'était une manière un petit peu de concurrence déloyale et assez déséquilibrée. Et donc voilà, c'est ça qui est gênant. Et donc je pense que Jacques Biot, évidemment, de par son ancienne fonction, sait très bien cela et joue un jeu qui n'est clairement pas le jeu de la France. Après, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Mais encore une fois, je pense que les services veillent là-dessus et c'est pas quelque chose qui est répréhensible de prime abord, même si évidemment on voit bien le jeu que Huawei peut avoir et l'intérêt qu'il peut avoir avec ces personnes-là. Juste pour moi, sur la question du budget, des facteurs qui expliquent l'efficacité, l'argent est quand même important, le budget est quand même important, il permet de couvrir un éventail plus large de menaces. On voit très bien avec la communauté américaine, ils ont plus de capacité de couvrir plus de pays différents, donc on se retrouve moins dépourvu quand il y a une menace qui surgit d'un pays ou d'un type de cible qui est plus inattendu. Donc peut-être en partie moins de surprises, donc plus de budget, donc plus de personnel, aussi plus de capacité technique.
et un autre écosystème dans leur rapport avec le secteur privé aussi. Ils sont donc à un autre niveau. Ils ont d'autres capacités techniques qui sont aussi liées au final à leur budget. Mais évidemment, l'organisation est toujours très importante et peut parfois permettre, en gardant des spécialistes dans certaines unités, de faire des beaux coups. Je pense qu'il y a une question qui se pose ici aussi, qui est une question de ressources humaines, de seuil minimal de capacité qui doit tout le temps être gardé sur certains pays, même quand la menace du jour est les islamistes, Daesh, ou bien quand la menace du jour devient la Russie en Ukraine, etc. Il faut toujours garder un seuil de capacité minimal dans certains secteurs d'activité. Et ça ne doit pas être lié au budget, ça doit être juste protégé. Je suis complètement d'accord et j'ajouterais juste que ce n'est pas qu'une question d'argent, bien évidemment, et que en fait, il y a quelque chose qu'on mesure assez mal peut-être, et qui est l'impact sur les méthodes d'analyse du renseignement que le contre-espionnage a eu pendant la guerre froide. Il y a tout un tas de méthodes d'analyse du renseignement qui sont complètement dominantes aujourd'hui au sein de la CIA, notamment ce qu'on appelle les techniques d'analyse structurée, qui ont en fait été créées à partir de cas d'échecs du contre-espionnage américain, notamment dans les années 60. Et je pense en particulier à l'affaire Nosenko, Yuri Nosenko, qui est un défecteur du KGB, qui a été accueilli par la CIA, mais qui n'a jamais été véritablement cru. En tout cas, pendant une dizaine d'années, il n'a pas vraiment été cru par la CIA, et il a été interrogé des centaines de fois, mis un petit peu à l'écart, alors qu'il avait véritablement donné du renseignement à la CIA. Et partant de cet échec, il y a tout un tas de nouvelles méthodes d'analyse, qui s'appliquent en particulier au contre-espionnage, mais pas seulement, qui ont été élaborées par les services américains, puis formalisées et très largement diffusées. Et aujourd'hui, tous les officiers de la CIA sont formés à ces techniques. C'est une décision qui a été prise par la CIA après le 11 septembre. Et donc, il faut aussi aujourd'hui repenser nos méthodes d'analyse. C'est-à-dire que penser aux moyens techniques, penser aux capacités d'action, à la judiciarisation, etc. Tout ça, c'est très important. Mais il faut aussi remettre à plat nos méthodes d'analyse pour le contre-espionnage et aussi pour les autres segments du renseignement, pour être sûr d'utiliser les bonnes méthodes pour analyser ces cas. Et l'un des axes majeurs, je pense, de réflexion aujourd'hui, c'est comment les sciences sociales peuvent venir nourrir les réflexions menées par les services en matière d'analyse du renseignement. Après, il y avait une question sur la coopération aussi. Oui, bon, on ne sait jamais forcément exactement quel est le degré de coopération, mais la coopération existe. Bien sûr, à la fois à l'échelle nationale, c'est évident. Elle est d'autant plus nécessaire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un découpage un petit peu des responsabilités entre contre-espionnage défensif et contre-espionnage offensif. Donc, l'efficacité suppose une bonne coopération des services, même si ce n'est pas toujours le cas. Et bien sûr, il y a une coopération internationale, on l'a évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. Merci. On arrive au terme de notre conférence. À moins qu'il y ait une dernière ultime question. Philippe Giraud, du CDC. Question pour Paul Charmont, je m'adresse aux sinologues. Les études chinoises en France n'ont pas l'impression que c'est extrêmement florissant. Je pas un levier là-dessus, une question de contre-espionnage. Voilà, je pense notamment à une époque fascisme intel où, notamment dans les armées, on apprenait le russe facilement. Les officiers à Saint-Cyr apprenaient le russe. Je ne sais pas s'il faut aller vers une apprentissage massif du chinois à Saint-Cyr, mais voilà, c'est ma question sur la sinologie et les études chinoises. Oui, alors je nuancerai un tout petit peu en disant qu'il y a une très grande école de sinologie en France, mais qui s'intéresse assez peu à ces questions. Et bien évidemment, il y a des efforts colossaux à mener, non seulement à l'université, pour que les sinologues universitaires s'intéressent un peu plus aux questions de renseignement, mais tout simplement à la question étatique. C'est-à-dire que
il y a même il y a eu une période où on se demandait si même traiter du parti, c'était pas un peu sale ou en tout cas indigne de la sinologie. Bon, bien heureusement, ça change. Et on a de plus en plus de doctorants, de jeunes docteurs, jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions. Mais on est encore loin du compte. Et bien évidemment, les armées, les administrations régaliennes sont insuffisamment dotées en sinisant. C'est vrai aussi d'autres aires géographiques, hein, mais en tout cas, c'est celle dont je m'occupe. Et effectivement, on est un peu en retard, en tout cas en deçà des moyens dont on devrait disposer pour pouvoir répondre efficacement à l'ampleur de la menace. Très bien, écoutez, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Peut-être à la prochaine édition de conférence débat de l'IRSEM sur ces questions-là. Merci beaucoup.